Yo tout le monde, aujourd'hui on est là pour le 3e épisode des reviews sanglantes millénaires et encore une fois j'ai envie de dire masterclass. Au programme baston contre Killgay, Aion qui met des patates de forain, le début de l'attaque du Vandenreich sur Soul Society et d'autres trucs encore. En bref, que du très lourd. Comme pour les reviews précédentes, on va partir sur mon avis global avant de faire un point sur le scénario et les événements qui se déroulent au Wekomundo et à Soul Society. Après ça, on passera sur les différences avec le manga avant de terminer sur l'OST et le poème du jour. Et avant de commencer comme toujours, si vous voulez soutenir la chaîne et la passion de Bleach, n'oubliez pas de claquer vos bankai sur le bouton like et de vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que tout est dit, c'est parti pour le générique. On va commencer avec mon avis global sur l'épisode, qui était pour moi le meilleur jusqu'à maintenant. Il y avait pas mal de trucs que j'attendais avec impatience, que ce soit la discussion entre Oryū et Ryuken ou encore l'arrivée des Sternritter qui prennent d'assaut le Seireitei, et clairement j'ai pas été déçu à ce niveau. Pareil pour l'apparition d'Aion. J'avais un peu peur que ce passage soit un peu raté et qu'on se retrouve avec un monstre dégueulasse et statique, mais au final c'est plutôt bien foutu et j'ai apprécié ce point aussi. Pour tout le reste, c'est pareil, j'ai pas vraiment de reproches à faire. C'était trop bien de voir Ichigo commencer à se taper un peu plus sérieusement, et même s'il y a encore 2-3 plans un peu statiques et quelques scènes en moins, y a rien qui me pose vraiment problème ici. Encore une fois, pour les effets, je trouve qu'ils sont de très bonne facture, vraiment plaisants à voir, et ça rajoute clairement un truc. Il y a aussi des espèces de mouvements de caméra que j'aurais beaucoup de mal à décrire, mais qui je trouve rendent vraiment bien. Non, clairement, moi j'ai surkiffé. Mais parlons un peu du scénario maintenant. Cet épisode lance enfin le combat entre Ichigo et Killgay, et notre héros a la confirmation qu'il affronte bel et bien d'authentiques Quincy. Et franchement, le petit passage d'Ichigo badass qui arrête la flèche de son opposant à une main, il fait trop plaisir. On a aussi un échange plutôt intéressant entre les deux, car apparemment Killgay sait qui est Oryū, et il s'étonne du constat d'Ichigo par rapport à ses High Files. D'après le Quincy du Vandenreich, il n'est pas possible que ses flèches soient plus puissantes que celles d'Oryū, mais pour le moment on n'en saura pas plus. Après, ce qu'on avait tous envie de voir, je pense, c'est le fameux Quincy Volustendi, qui est enfin dévoilé ici. Et quel kiff, putain. Non, sérieux, j'ai beaucoup trop aimé ce moment, et on apprend que ce pouvoir serait une forme évoluée de celui qu'avait utilisé Ishida. En gros, si vous voulez, ces Quincy ont un équivalent au Bankai des Shinigami, pour faire simple. Et il n'est pas question ici de perdre leur pouvoir en l'utilisant, comme ça avait été le cas pour Oryū quand il avait affronté Mayuri. Quoi qu'il en soit, Killgay semble vachement résistant dans cette forme, genre il encaisse un Getsuga sans broncher, il se fait rétamer par Aion comme un insecte et pourtant il a pas l'air de faiblir. En plus il peut absorber la masse de Reishi une fois passé en Volstern Ditch, et ça c'est une capacité dangereuse comme vous l'avez vu. Rappelez-vous, le pouvoir de base des Quincy consiste en l'absorption du Reishi environnant, et ici Killgay pousse cette capacité à l'extrême. En plus, on sait que tout ce qui se trouve au Wekomundo est constitué de particules spirituelles, donc forcément ça craint un peu et il est carrément en mesure d'absorber Aion pour gagner considérablement en puissance, via cette fameuse capacité qu'il appelle Sklaverei, un mot allemand signifiant esclavage et qui représente parfaitement ce grand malade. On a donc une grosse bagarre qui se prépare en perspective entre lui et Ichigo en Bankai, ça promet du lourd et comme toujours j'ai trop hâte. Mais pour finir sur cette partie Wekomundo, faut noter un fait très important. Dondo Chaka était secouru par Urahara et Pêché. Je sais que vous étiez tous inquiets là-dessus, mais c'est bon, on peut souffler maintenant, il est sain et sauf. Côté Soul Society, comme je le disais la semaine dernière, on a bien entendu la fin de la réunion des capitaines, qui se voit ordonner par Yamaji de se préparer au combat. Parce que bon, les Quincy ont dit 5 jours, mais ils se doutent bien que ça va péter avant ça. Par contre, on n'a toujours aucune info sur leur localisation exacte. Ensuite, on a aussi la scène avec Yuki et Shino, à qui on explique l'histoire de l'extermination des Quincy et tout ça. J'aime bien ce passage qui met en avant le conflit inéluctable entre Shinigami et Quincy. Deux factions opposées qui ont chacune leur vision du monde et qui ont plus ou moins toujours été adversaires. Le blanc contre le noir, les destructeurs de Holo contre les purificateurs. Ils ont tous les deux leur tort. À travers l'histoire, ils ont tous commis des atrocités, et il y a énormément de choses à dire là-dessus. C'est des thèmes qui sont pas beaucoup mis en avant dans le manga, mais dans les romans c'est bien plus exploré, donc si ça vous intéresse, je vous les conseille fortement. Mais comme le dit Kajomaru, en temps de guerre, les deux camps qui s'affrontent pensent chacun représenter la justice, et on peut difficilement juger objectivement de qui a raison ou tort dans tout ça. Allez, passons maintenant à une scène que j'adore et que j'attendais beaucoup ici, et c'est bien sûr la confrontation entre Yamaji et le meilleur personnage de Bleach. Vous vous rappelez de la scène dans l'épisode 1 avec Ikkaku et Yumichika qui enquêtaient sur des disparitions au Rokangai? Bah en fait on apprend ici que c'est Mayuri qui a supprimé ces âmes-là, et il l'a fait pour une raison simple. Il fallait rétablir la balance des âmes qui était menacée à cause des Quincy qui ont détruit des Holos dans le monde réel. Ça aussi c'est quelque chose qui nous montre que tout est loin d'être rose à Soul Society, surtout quand t'es habitant des districts les plus lointains du Rokangai. Mais on apprend surtout que, visiblement, Yamaji a un lien avec ce fameux empereur Quincy exploseur de tête, avec qui il aurait déjà combattu par le passé. Sauf que d'après Mayuri, il avait pas pu le tuer à l'époque, et cette fois il est de retour pour prendre une revanche sur les Shinigami. Bon, pour le coup, j'imaginais pas que Mayuri allait se mettre à gueuler en blâmant Yamaji pour ses erreurs passées.
Je le voyais plus lui dire ça sans hausser la voix et sur un ton un peu dédaigneux. En tout cas, c'est comme ça que j'imagine la scène dans le manga. Mais là, il est plutôt en mode vénère et ça rend très bien aussi. Et enfin, après tout ça, c'est finalement l'heure de l'assaut. Avec Ichigo occupé au Uekomundo, Sa Majesté Quincy va ordonner à son armée de se rassembler pour lancer l'attaque sur le Seireitei. Est-ce que ça veut dire qu'il a peur de notre héros? Est-ce qu'il a un plan spécial vis-à-vis de lui? Ça on verra, mais pour l'heure, les Sternritter débarquent de nulle part via des sortes de piliers de flammes qui jaillissent de partout à travers le Seireitei. Et là c'est vraiment la merde. J'imagine même pas les fans de Kira qui ont pas lu le manga, ils ont dû avoir un sacré choc. Encore un moment qu'on attendait tous et franchement il est plutôt bien respecté. Clairement le fait qu'il n'y ait pas de censure c'est vraiment un point fort. Sans ça, ça aurait été chaud de faire honneur à cet arc qui est globalement assez sanglant. Donc cette scène perso je la valide, moi devant je tenais plus en place, et les Sternritter c'est un peu le truc qu'on a trop envie de voir quand on a lu le manga, avec cette arrivée sanglante qui nous fait clairement comprendre qu'à partir de maintenant... Maintenant ça va chier. Et que dire de plus, franchement regardez-les, c'est fou dangereux. Sérieux, la pose de Driscoll elle me fume. Désolé mais on dirait trop qu'il est en train de jouir le gars, ça me termine. Bon, je viens de spoil le nom d'un Sternritter, n'hésitez pas à vous plaindre en commentaire, mais en attendant on va s'intéresser aux modifications par rapport au manga. On va commencer avec ce petit rajout mettant en scène Uryu et Ryuken, qui rappelez-vous étaient censés être les deux derniers Quincy à ce stade de l'histoire. Malheureusement à partir de là on va rentrer dans le royaume du spoil, donc je vous invite à aller lire le manga avant de finir cette vidéo. Bref, ce passage avec Uryu qu'on attendait tous m'a pas déplu car il permet de mettre en avant le conflit intérieur auquel il va faire face. Faut se mettre à sa place. Lui aussi est un Quincy, donc forcément si ces derniers font leur grand retour, ça soulève des questions. Et on se demande évidemment comment il va se positionner par rapport à tout ça. Faut bien dire que dans le manga, tout ce délire est traité à la va-vite et c'est un point un peu décevant pour pas mal de gens. Du coup cet ajout est le bienvenu, même si Ryuken m'énerve à faire le gars qui veut pas lâcher le morceau là. Quoi qu'il en soit, Ishida parviendra à mettre la main sur un vieux livre Quincy que cachait son père, et qui semble contenir des infos sur le Vandenreich et sur Yua. Cette espèce de vieux grimoire Quincy qui est un héritage de Soken Ishida est une très bonne idée, et grâce à ça on apprend comment Uryu a eu toutes ces infos sur le camp ennemi, un truc qui fait un peu défaut au manga. En plus, il évoque aussi sa mère au détour de la conversation, et même si pour l'instant Ryuken reste muet comme une carpe, ça annonce de bonnes choses. Je sais pas s'il y aura plus de scènes comme ça entre les deux, mais perso je dis pas non. Car encore une fois, pour moi c'est des persos qui méritent bien plus que leur traitement dans le manga. En tout cas en ce qui concerne l'arc final. Et mention spéciale au passage où Uryu quitte le bureau de son père en mode petit gamin qui vient de se faire engueuler. Non franchement ce plan il m'a fumé. Et maintenant il nous reste encore à aborder les passages qui ont été supprimés. Il y en a encore quelques-uns ici, et même si perso il me dérange pas trop, j'ai vu pas mal de gens se plaindre de ça et du rythme global des épisodes. Première scène, celle où les vice-capitaines attendent l'issue de la réunion des capitaines en se posant tout plein de questions. Ce passage qui prend place dans le chapitre 489 est selon moi assez important, notamment pour le personnage de Kira qui montre qu'il a bien évolué. En effet, ici il se questionne sur cette histoire d'âme disparue du Rukongai, et semble mettre en cause la 12ème division. On voit qu'il a du flair, mais on voit surtout que désormais il se pose des questions, et il est plus le petit Shinigami manipulable qu'il était pendant l'arc Soul Society. Mais comment dire, c'est pas une scène vitale étant donné qu'après ça le perso est plus vraiment déterminant. Autre passage un peu modifié, c'est lors du combat au Uekomundo. Après qu'Aion se fasse absorber par Killge, on a normalement une scène où Sun Sun utilise une technique spéciale pour se cacher avec Orihime et les autres. Un moment qui en plus d'apporter une interaction sympa entre les 13 Bestias et Inoue, nous en apprend un peu plus sur le pouvoir d'absorption du Reishi de leur adversaire. Mais pour le coup encore une fois rien de vraiment vital ici, et ça dure à peine 2 pages dans le manga donc on peut faire l'impasse sans que ce soit gênant. Par contre un truc où j'ai vu beaucoup de gens gueuler, c'est vers la fin. En effet dans le manga lorsque l'assaut Quincy est lancé, on voit Yua au-dessus du Seireitei, et les Shinigami qui l'aperçoivent se mettent à paniquer en voyant qu'il est déjà à l'intérieur du Shakonmaku. Avec ça, on comprend encore une fois que les Quincy peuvent apparaître comme ils veulent dans le Seireitei sans avoir à forcer la barrière. Mais bon, j'ai envie de dire que ça avait déjà été évoqué et ce sera de toute façon expliqué clairement plus tard. Donc ça aussi, ça m'a pas vraiment posé problème. Moi, pour le moment, le seul contenu en moins que je déplore, c'est le petit discours de Byakuya pendant les funérailles de Sasakibe. Mais même ça, c'est juste par caprice. Après bon, faut pas non plus qu'ils enlèvent trop de trucs, mais c'est pas simple d'émettre un vrai jugement là-dessus tant que l'anime n'est pas arrivé à son terme. Et le dernier point qu'on va aborder dans cette review, c'est évidemment la musique, parce que bon, pour le coup, on s'est fait plaisir là. Déjà, on a encore eu quelques nouveaux thèmes bien épiques, genre le thème du Volsterndyche, on va l'appeler comme ça, bah il était parfait avec les chœurs et tout là. Mais ce qui m'a vraiment fait fondre, c'est le remix de Never Meant to Be Long à la guitare. Franchement, c'était incroyable et je m'y attendais pas du tout. Et il y a aussi une sorte de remix de Precipice of Defeat qui était exceptionnel. Mais c'est pas tout. Le morceau Hollowed, ou Hollowed si on veut le dire à la française, a aussi droit à son remix, putain. C'est pendant la scène où les 13 Bestias invoquent Aion et ça fait trop plaisir. Et pour terminer, faut que je revienne sur l'ending. Je vous disais la semaine dernière que souvent j'aimais pas un ending au début mais qu'à force il me rentrait dans la tête. Ben c'est le cas ici et maintenant je kiffe trop la musique. Mais ça on s'en fout, l'important c'est qu'il y a un truc que j'avais pas remarqué au niveau de l'imagerie. Parce que oui, on voit plein de Zanpakuto, mais parmi ces Zanpakuto, il y a celui d'un personnage un peu spécial, et qui ne joue aucun rôle dans cet arc. Et c'est évidemment celui de Tokinada Tsunayashiro, l'antagoniste de Ken Fear Your Own World. Bon, on va pas se mentir, c'est sûrement juste un petit clin d'œil, mais bon, il est pas là au hasard non plus, et franchement, ça laisse un mini espoir d'avoir un jour une adaptation animée des romans, ce qui serait la cerise sur le gâteau après l'adaptation de cet arc final.
En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode 3 qui était encore une fois une masterclass. J'ai trop hâte de la suite et à partir de maintenant on va passer à la vitesse supérieure. Genre l'épisode 4, on n'est pas prêt. Et le reste non plus, donc j'espère que vous êtes chaud. Et moi je vous retrouve dans quelques jours pour une vidéo incroyable sur Kira Zoro, le Shinigami recordman du monde du temps le plus court passé sur un champ de bataille. Encore une fois, j'espère que vous aurez apprécié cette review. Si c'est le cas, n'oubliez pas de claquer vos bankai sur le bouton like pour la passion. Et pour terminer, on va se quitter sur le poème du jour récité par Toshiro Itsugaya, et qui nous dit « Dans un monde glacé qui se change en flamme, l'ombre d'une aile reste. J'ai beau essayer de l'atteindre encore et encore, l'ombre de cette aile me glisse entre les mains. » Et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.